Oui, donc bienvenue. On a un petit programme pour ce soir, pour les négociations. De commencer avec qu'est-ce que c'est la négociation? C'est la fondation. Quelques défis que j'ai vus le plus souvent avec mon travail avec les entrepreneurs Impact et 3 étapes pour mieux négocier, malgré que c'était stressant, malgré les défis, quelques étapes pour suivre. Puis on a un peu de temps à la fin pour les questions. Donc, pour les mettre dans le chat, pour Marie de voir, de rédiger tout ça. Puis plein de temps à la fin pour ça. Quelques mots sur moi-même. J'ai un petit accent, en fait, de dire que je suis canadienne, mais malheureusement du côté anglophone. Je viens de Toronto. Donc, je m'excuse en avance pour mes faiblesses en français. J'essayais, je me débrouille, j'espère. Mais j'espère que vous trouvez mon accent et mes erreurs plutôt charmants qu'ennuyants. Donc, merci pour votre patience avec moi. En fait, j'ai commencé ma carrière de travail dans une très grande boîte au Canada, dans le monde aérospatial. Et ça fait 6 ans que je travaille avec les startups, les SME, les petites entreprises pour qu'ils aient accès aux mêmes techniques, mêmes informations pour les négociations. Parce qu'il y a plein de monde d'entraînement et tout ça pour les grandes et pas beaucoup de choses pour les petits. Donc, c'est nécessaire. Pour moi, je ne suis pas une négociatrice naturelle. Quand j'ai commencé ma carrière, ils m'offrirent une promotion d'être négociatrice pour les contrats en approvisionnement pour les choses comme du titanium. Et j'ai dit, bon, c'est plat, c'est ennuyant, c'est peut-être vraiment difficile. Et en plus, j'ai l'image que négociatrice est quelqu'un un peu, peut-être, je pense que le mot c'est chelou. Juste, pas bon, pas pour moi. Mais j'ai dit oui à la promotion parce qu'il y a une échelle dans le monde corporatif, pas dire non, dit oui. Et enfin, j'adore de négocier parce qu'en fait, c'est pas d'être trop agressif, c'est pas d'être un trickster pour que les autres perdent. C'est les deux choses. Le plus important, c'est de créer, de cultiver, de nourrir les bonnes relations. Ah oui, c'est bon ça pour moi. L'autre chose, c'est d'être vraiment clair en communiquer. Oui, je fais ça aussi. Les relations et les communications, ce sont vraiment plus bons pour moi. Donc, j'adore l'idée que la négociation est accessible à tous et qu'on n'a pas à être peur de négocier. Donc, on commence avec une question clé. C'est quoi une négociation? Et au début de mes webinaires, ça fait des années, j'ai demandé tout le temps cette question et tout le monde levait la main pour partager, discuter. Mais j'ai arrêté de demander ça parce que j'ai reçu tout le temps les 3 mêmes réponses. C'est de faire un win-win, c'est de trouver du synergie et de faire de collaboration. Les 3 sont corrects. Oui, on veut du win-win, on veut de synergie, on veut collaborer, mais c'est les réponses un peu secs, académiques, plutôt du côté école de commerce. Ça cache les vrais sentiments des gens au niveau de négociation. Et ça, c'est que la négociation, c'est ennuyeuse, c'est agressif, que c'était toujours une bataille et que c'est effrayant. En plus, c'est effrayant. Mais oui, quelle surprise que les gens n'aiment pas négocier. On a tout ces mauvaises impressions. Donc, pour changer ça, on peut penser de négociation un peu plus différemment. Donc, c'est quoi
C'est quoi négociation? La négociation, c'est en fait la transformation. C'est de transformer une situation qui est vraiment mauvaise, une situation, quelque chose qui ne marche pas pour vous, de transformer, de changer pour quelque chose qui marche. C'est le changement de ce mot. C'est pas que je dois négocier, j'aime pas ça, je dois négocier, je peux transformer. Je peux transformer quelque chose financier, quelque chose opérationnel pour la boîte. Et surtout, je pense pour les entrepreneurs impact, entrepreneurs impact, c'est de transformer, de changer les choses pour protéger d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et avec les projets impact, c'est surtout avec le cœur. Donc, pour protéger l'énergie et protéger votre passion. Parce que c'est possible d'avoir un épuisement malgré toutes les bonnes choses. Donc, si pour vous de négocier c'est quelque chose de plus effrayant, changez le mot. Je ne dois pas négocier, je peux transformer. Petit change, mais grand impact. Et pour négocier, tout le temps. J'imagine que chacun de vous a déjà négocié 2, 3, 4, 5 fois aujourd'hui. Même si que ce n'est pas une négociation avec un grand contrat pour $1 milliard. Mais vous négociez avec les colocs, avec les conjoints, avec les enfants, toujours avec les enfants, avec votre collègue dans la boîte, avec les cofondateurs, tout le temps. Mais au niveau de négociation pour les startups, maintenant je suis nerveuse. Avec mes amis, pas de souci. Mais pour la boîte, trop stressante. Donc, on négocie tout le temps. Vous êtes déjà toutes les capacités. C'est juste pour réveiller un peu dans ce contexte. Et on négocie avec qui? C'est évident, avec les clients, avec les fournisseurs, pour avoir les contrats plus grands, pour avoir des dépenses vraiment plus petites, s'il vous plaît, plus petites. Et il y a aussi un côté relationnel. Oui, d'avoir un bon contrat, super, les bons prix, tout ça. Et l'autre côté de ces négociations, c'est qu'il y a des petites demandes de quotidien, que vous avez un petit souci de liquidité, donc de demander à un fournisseur d'accepter de paiement, un délai de paiement d'une semaine. Petite négociation, pas dans le contrat, mais d'un jour à l'autre, les petites choses. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle c'était vraiment important de mettre les relations dans les négociations en avant. Pas d'être trop agressif, que les autres pleurent pendant les négociations. En pleurant, c'est pas gagnant. Mais les relations, parce que les négociations, ça dure des années. C'est chaque jour, chaque mois. Et le monde est grand, mais le monde est petit aussi. Que si vous avez une réputation mauvaise, oui, tous les gens parlent de ça. Donc, l'autre côté, c'est plutôt, c'est difficile pour les fondatrices, mais c'est plutôt du côté perso, oui, de vie pro, oui, clients, fournisseurs, collaborateurs, investisseurs, tout ça. Mais du côté perso, il y a des choses qu'on a besoin juste pour être efficace. Que le colloque n'est pas faire un petit apéro pendant un de vos appels avec un investisseur. Petite négociation. Pour que votre conjoint a faire tout ramasser les enfants du crèche parce que vous avez une réunion vraiment importante. Petite négociation. C'est pas une faiblesse de demander à quelqu'un d'autre pour l'aide, pour vous aider. En fait, c'est pas possible toute seule. Donc, de négocier, de demander les choses, de demander l'aide, c'est une priorité pour que tout d'être sain.
Et voilà, les défis. Je travaille avec les fondateurs, fondatrices autour du monde, dans toutes les industries différentes. Et au niveau pour les entrepreneurs impact, il y a 3 défis qui je m'entends tout le temps. Donc, si vous avez un de ces soucis, un de ces défis, vous n'êtes pas seul dans le monde. Il y a des autres. Donc, c'est les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Mais il y a des autres fondateurs avec les mêmes soucis. Les 3 pour aujourd'hui, pour ce soir, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et j'ai toujours les problèmes avec le mot équilibre. Je pense que ma bouche canadienne ne fait pas ça. Équilibre des pouvoirs, les dynamiques des cofondateurs et les transitions entre social et commercial. C'est des choses un peu différentes, mais comme fondateur, fondatrice, c'est nécessaire de faire les deux. Donc, le premier, c'est l'équilibre des pouvoirs. En anglais, power bias. Je pense en français, c'est bias de pouvoir. Et ça, c'est le phénomène que tout le monde est trop vite à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est toujours, ah non, c'est moi la petite, j'ai pas de pouvoir, c'est l'autre, c'est lui. Toujours. Si on demandait à un petit groupe des acheteurs, oui, mes chers acheteurs, c'est avec qui le pouvoir dans les négociations? Ah, les fournisseurs. Toujours les fournisseurs. Il y a des prix, il y a des produits, pas de bénéfices pour moi. C'est les fournisseurs. Si on demandait aux fournisseurs, mes chers fournisseurs, c'est à qui le pouvoir dans les négociations? Oh là 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 là, c'est les acheteurs. Toujours les acheteurs. Il y a des budgets, ils contrôlent toutes les conversations, pas d'acheteurs, pas de bénéfices pour moi. Mais tout le monde a faire ça. Tout de suite à faire ça. On fait la même chose. C'est toujours à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, la première étape pour corriger ça, c'est juste d'être conscient que ça, c'est quelque chose qu'on fait, sans penser. On fait ça tout le temps. Donc, de garder le pouvoir. Et aussi possible de trouver le pouvoir pendant les négociations. Pour ça, j'ai des questions. Pourquoi sont-ils intéressés à vous? Il y a une grande boîte qui acceptait une réunion. Mais pourquoi? Tout le monde a des calendriers plein. C'est pas de temps pour accepter toutes les réunions avec toutes les startups just pour fun. Il y a une raison pour laquelle ils ont accepté de parler avec vous, qu'ils donnaient un contrat, même si que c'est un contrat horrible. Il y a une raison, il y a quelque chose que vous apportez aux conversations, aux relations, aux affaires qui est nécessaire pour lui. Et c'est différent pour chaque startup. Peut-être c'est les compétences. Je le vois dans les grandes boîtes, c'est peut-être le phénomène de faire, ah non, on peut faire lui-même. On peut créer une équipe, une task force pour faire tout ça. Et ça coûte $1 million. Et il y a 20 gens avec tous les salariés et tout ça pour un petit projet. Et aussi, il y a vous, une petite boîte, mais avec toutes les compétences qui est manquantes. Pas si cher de créer cette équipe, beaucoup plus d'agilité, plus petit, plus agile, c'est important avec les grands. Et c'est tout ça. Il y a une raison pour laquelle le monsieur, la madame a accepté de parler avec vous et de trouver ça, de dénicher ça. Un exemple un peu plus concret, peut-être. J'ai travaillé avec une toute petite boîte, ça fait en 2015-2016, qui créait, récolter, cultiver du miel. C'est du miel tout bio.
tout local, avec les petites abeilles heureuses, mignons, tout ça. Et je commence une discussion avec un très grand magasin, comme un Carrefour, c'est pas en France, mais comme Carrefour, énorme, géant. Et en plus, avec une mauvaise réputation pour n'être pas vraiment gentil dans les négociations. Donc, les fondateurs m'ont dit, on peut préparer la proposition, mais à le plus bas prix possible, le plus bas. Il y a un petit peu de bénéfice, mais c'est important, c'est un géant, on veut éviter toute la douleur de négocier avec lui. Donc, on commence très, très bas. Arrête, pause. On fait un peu de recherche. Pourquoi est-ce que cette grande boîte a accepté de faire des affaires avec vous? Il y a des autres producteurs du miel, les plus grands, avec les prix plus bas, mais pourquoi vous? En fait, il y a un problème dans le marché, que les concurrents ont commencé à développer les rayons, tout bio, tout ça. Cet magasin est vraiment en arrière. Il commence à perdre les clients des concurrents. Ah, ça, c'est la chose de valeur. Que vous êtes bio, que vous êtes local, que vous êtes petit. Maintenant, ça, c'est un pouvoir, de valeur pour le grand. Bref, le deal, c'est à un prix pas le plus bon, mais avec une bonne marge de bénéfice. Il y a aussi une bonne collaboration pour co-marketing, pour mettre cette marque en avant dans les rayons, dans les magasins, dans les petites pubs, dans le courriel, pour faire un petit événement de lancer que oui, on a du bio, on a du local, on travaille avec les petits. Un très bon résultat. Mais c'est parce que grâce à un peu plus de recherche, de trouver le pouvoir. Les dynamiques des cofondateurs. C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un avec qui vous voulez travailler, de travailler 24 heures par semaine, peut-être aussi de vivre avec cette personne. C'est vraiment difficile. Les dynamiques, les relations de cofondateurs étaient toujours, presque toujours, 95%, toujours un problème. Et 3 choses pour éviter ça. Le plus tôt possible d'avoir une conversation franche vers les visions et les objectifs des cofondateurs. S'il y a quelqu'un qui veut créer une marque qui dure 300 ans, de faire une legacy, de changer la vie de 2 milliards de gens autour du monde, et l'autre a dit, ah oui, je veux grandir la boîte pendant quelques années, puis vendre, faire un bon exit et habiter dans une île tropicale. C'est pas la même vision, pas le même objectif. C'est pas nécessairement si grave que ça, mais il faut que vous êtes toutes dans la même page, de travailler dans la même direction. Et le plus tôt que vous découvrirez que ça, ce n'est pas le cas, de changer ça, de parler de ça, d'avoir les conversations difficiles autour de ça, plus tôt possible, c'est meilleur. L'autre chose importante le plus tôt possible, c'est d'avoir un accord des cofondateurs. C'est comme un accord prénuptial avant un contrat de mariage. Quand tout va bien, ce document, c'est à côté. Et quand il y a un problème, c'est nécessaire d'avoir quelque chose en blanc et noir pour gérer les discussions. C'est vraiment plus facile de négocier un de ces accords quand tout va bien au début et avant qu'il y ait beaucoup d'argent. Parce qu'en gagnant beaucoup plus d'argent rend les gens un peu fous.
c'est étrange, mais s'il y a un investisseur pour 3 millions d'euros, mais ça change la négociation avec les cofondateurs. Les pourcentages ont une vraie valeur maintenant. Donc, plus facile au début et plus facile parce qu'une fois que c'est fait, si vous avez un investisseur qui arrive le prochain jour pour dire « Ah oui, je veux soutenir, oui, c'est prêt. » Il n'y a pas une panique de dernière minute pour le faire avec un notaire et l'avocat et tout ça. C'est fait. La dernière chose, et ça c'était important pendant les négociations, c'est d'avoir une seule voix. C'est pas de dire que seulement un fondateur parle dans toutes les négociations, mais que tout le monde, toute l'équipe avoir le même message. Il n'y a pas de désagrément avec les autres. Donc, pour moi, en tant que négociatrice, une chose que en fait, c'est mon travail, c'est de dénicher les désagréments entre les gens à l'autre côté de la table. Si Bob a dit quelque chose et je vois que Susan a fait un petit visage, oui, il fait, en anglais, c'est une grimace. Non, elle n'aime pas ce que Bob a dit. Pour moi, j'ai fait mon note. Il y a un désagrément entre Bob et Susan. Je peux l'utiliser plus tard. Donc, avec les autres, une seule voix, un seul message, pas de désagrément. Prendre une petite pause, prendre un café, juste votre équipe. Jaser un peu, corriger, puis recommencer. Mais en privé, pas avec un petit public. Troisième défi pour les entrepreneurs d'impact, ça c'est en fait la transition entre social vers commercial. C'est vraiment rare qu'il y ait un entrepreneur impact qui dit « Ah oui, j'ai lancé ma propre boîte parce que j'adore faire la prospection pour trouver les clients. J'adore travailler avec les comptables. J'adore faire toutes les choses avec le gouvernement pour les règles. » Non, personne. C'est pas la vie d'entrepreneur qu'on veut, qu'on sait. Mais c'est nécessaire. Désolée, c'est nécessaire. Je n'ai pas un truc pour éviter ça. Ce n'est pas votre métier d'être vraiment commercial, peut-être. Mais il faut soyez adaptable. Donc, c'est la même chose pour moi. Pour partager un peu de mon histoire, quand j'ai commencé, j'ai l'idée que par magique, les gens me trouvaient pour me donner les contrats d'être consultante. Mais naïveté, c'est étonnant. Non, il faut que je passe presque 50% de mes heures dans les premiers 2 ans à faire du prospection. Beaucoup plus. Et même si ces journées, c'est 6 ans plus tard, je peux mettre dans mon calendrier les heures de prospection. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Jamais. Mais c'est important. Pas de vie commerciale, pas de boîte. Donc, pour vous, si vous êtes vraiment mal à l'aise à être salesy, d'être chasseuse, c'est vraiment possible de réussir du côté commercial et d'être sympa, gentil. Moi, je suis une cultivatrice plutôt qu'une chasseuse. Donc, j'aime les relations. Pour moi, c'est plus facile. En fait, c'est plus facile. Je suis vraiment à l'aise avec tout ça. Donc, j'ai trouvé une façon de prospection qui travaille pour moi. Même chose pour vous. Il ne faut pas lire toutes les lectures des pro sales gurus des États-Unis pour être vraiment fort. Trouvez une façon qui sont bonnes pour vous. Et l'autre chose, malgré ça, si
vous êtes mal à l'aise avec toutes les choses commerciales, de faire un petit change. La même chose avec je dois négocier et je peux transformer. Je je peux avoir d'impact. Si ça commence de faire des collaborations avec une grande boîte, oui, plus d'impact. Si c'est de négocier, de faire de prospection, oui, plus d'impact. C'est toujours de chercher le lien entre les tâches que vous faites au niveau commercial et l'impact pour le monde. Que chaque 100 appels que j'ai fait dans mon prospection, j'ai signé 2 clients et ça veut dire que j'ai épargné quelques kilos de plastique. Et il y a une petite calculation de faire. Des journées quand vous n'êtes pas très intéressé à faire des prospections. Ah oui, mais je suis vraiment intéressée à réduire le montant de plastique dans le monde. Je suis vraiment intéressée à aider les femmes à avoir accès aux produits d'hygiène pour les règles. Ça, c'est la motivation. Pour achever ça, il faut que je fasse 100 appels, 100 mails, que j'ai assisté à tous les environnements. Mais il y a une corrélation entre les résultats, l'impact et les tâches que vous n'aimez pas. Donc, essayez ça. Et en fait, le succès pour votre boîte ne fait pas de vous un traître. En anglais, on dit sell out. Oui, moi, je suis une fondatrice d'impact. C'est tout impact pour la société. Si j'achève trop de succès, que je suis sur tous les journaux, toutes les choses comme ça, ah oui, je suis une sell-out. Non. Si vous êtes dans tous les journaux, c'est une bonne chose parce que ça augmente, ça grandit l'impact. Donc, pour changer ça. Donc, c'est cette bonne chose pour votre boîte. Et donc, voilà. En fait, ah oui, c'est super avec le temps. Les 3 étapes pour mieux négocier. Je vais le faire normalement, évidemment, en anglais. Donc, j'ai quelque chose, make the ask, map, translate, ask. Mais pour ce soir, on peut faire en français. La première étape, map, c'est de faire du recherche, la découverte, de réflexion. Donc, avant que vous envoyez un petit mail avec une proposition, on fait du recherche. De vous lancer dans une négociation telle qu'elle, ça ne marche pas. Donc, on a besoin d'un peu de recherche. Si c'est un contrat, un deal avec beaucoup de risques, que c'était vraiment important pour la boîte, on met un peu plus de temps avec la recherche de préparation pour ça. Si c'était quelque chose de petit, on prend 10 minutes avec un petit post-it pour réfléchir un peu. Donc, ce processus grandir au lien avec la risque, la taille de vos négociations. Donc, recherche, découverte, réflexion. Première part, on peut deviner mes besoins et mes priorités. Et je sais que ça semble un peu trop facile, trop simple, ce que je veux. Ah oui, mais en fait, il y a un peu de difficulté à deviner exactement ce que j'ai besoin, exactement les priorités. Parce que il y a presque rien plus pire que de faire toute une négociation, tout le stress, toute l'anxiété, de faire tout ça pendant les semaines peut-être, et de signer, et voilà, c'est pas la bonne chose. J'ai besoin de quelque chose
n'est pas ça. Et on peut recommencer tout le processus parce qu'on a sélectionné les mauvaises choses au début. Donc, prends votre temps. C'est quoi les besoins du boîte pour cette semaine, pour les mois, pour 5 années? C'est quoi les milestones que je veux achever? Même chose pour les priorités. Et dans tout ça, c'est vraiment facile d'être trop obsessif de lui-même. Il y a une autre boîte, il y a des autres gens dans les négociations. C'est quoi leurs besoins, leurs priorités? L'idée avec les propositions, c'est de lancer quelque chose qui est très bon pour vous et pas très mal pour les autres. Ça veut dire une proposition qui fonctionne pour tout le monde, mais qui est un peu plus bon pour vous. Si vous ignorez, vous ne savez pas c'est quoi le besoin d'autres, c'est comme juste de deviner dans le noir, in the dark. Donc, de réfléchir. C'est mes besoins, mais aussi c'est leurs besoins. Après ça, c'est de faire une bonne recherche du marché, de la presse et leurs concurrents. Ça, c'est l'histoire de petites startups du miel. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Même si que vous avez complété une négociation avec le même client, même fournisseur l'année passée, tout le monde change. Il y a des nouvelles pressions. Il faut qu'on fasse les recherches encore, en particulier avec les concurrents, parce que la pression des concurrents est un bon lever en anglais, un bon bouton de pousser dans les négociations. Pourquoi les autres à faire quelque chose? Pourquoi pas toi, cher fournisseur? Et aussi, enfin, pour la recherche, c'est d'établir vos faiblesses. Pour moi, je suis à l'aise avec les choses de communication, avec les chiffres, les choses financières, pas de soucis, mais je ne suis pas ingénieur. Donc, s'il y a quelque chose plutôt technique, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est pas le moment pour dire que oui, je suis fondatrice et c'est tout à fait, je reste seule, je peux faire tout moi-même. Non, on a besoin d'aide. C'est bon pour les affaires d'être conscient de nos faiblesses. Deuxième étape, translate. Traduire, c'est encore un T. Je peux utiliser ça. Translate, de trier, prioriser et créer une stratégie. On a beaucoup d'informations et maintenant, c'est le temps pour une stratégie. C'est simple. La première étape, c'est quoi le plus bon et le plus pire? Le plus bon, c'est un peu plus facile parce que c'est le tas de rêve. Le prix, c'est parfait. Toutes les conditions opérationnelles, super. C'est une proposition ambitieuse et avec de crédibilité. Donc, on peut rêver un peu d'être ambitieuse, mais toujours avec de crédibilité. Si on demandait 3 milliards de dollars pour un petit quelque chose, mais oui, on a besoin des justifications. Donc, le plus bon, c'est un état de rêve. Le résultat, le plus bon que vous achevez, c'est cette limite. Il n'y a pas que vous demandez 5 euros et le monsieur a dit, ah non, pas 5 euros. Ici, j'insiste, 20. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je demandais 5, 5 c'est le plus haut. Si je demandais 10, ah oui, c'est 10 le plus haut. Donc, c'est la limitation de moi-même en ce cas. L'autre, c'est le plus pire. Et c'est important d'établir le plus pire que vous êtes capable d'accepter avant de commencer. Parce que dans les négociations, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, beaucoup d'adrénaline.
en jaser, en discuter, en faire tout ça, en négocier, tout va bien. Mais si on n'est pas conscient de le fin, on peut agréer à quelque chose complètement pas acceptable pour la boîte. Donc, c'est quoi le mur qu'on peut achever? Et de faire ça en avance, avant toutes les émotions de négociation. Aussi, sinon, quoi? D'avoir les options avec les fournisseurs, avoir 3 en même temps dans les négociations, dans les conversations, avec les clients, toujours de prospection, si un client, ça ne va pas. OK, prochaine. On ne peut pas avoir les limites. Donc, plus de flexibilité, beaucoup plus d'options. Ça, en fait, c'est du pouvoir dans les négociations. La capacité de dire non, ça ne marche pas pour moi, désolé monsieur, next. Et connecter avec l'idée de vos faiblesses, c'est qui sont mes alliés. Pour moi, j'ai une amie qui est un ingénieur. Super, j'ai des questions pour vous. Je peux payer avec un bon bilan quand Covid est passé. Mais d'avoir un petit comité de conseil autour de toi, autour de vous, pour des questions, pour que vos faiblesses n'est pas en fait les faiblesses de la boîte. Et troisième étape, c'est de demander, d'initier, d'exécuter, de persister dans les négociations. C'est une nouvelle expression pour moi, de ne vous dégonflez pas. En anglais, c'est don't chicken out. Et je suis vraiment déçue qu'en français, il n'y a pas de poulet. Donc, don't chicken out. Ne vous dégonflez pas. Envoyer petit quelque chose dans le calendrier pour la négociation et dire, oui, je veux parler de ma salaire. C'est ça. C'est pas possible de ne pas parler du salaire maintenant. Un peu d'accountability. Aussi de dire à un ami, c'est tout pour que même si que c'est effrayante, qu'on peut faire. Aussi, pratiquer les choses petites, les choses grandes, les choses moyennes, de négocier le plus tôt possible, de demander la transformation le plus tôt possible. Si vous avez un ami qui aime se faire l'avocat du diable, oui, c'est un ami parfait pour pratiquer les négociations, de vous pousser un peu plus, d'être un peu difficile pour que vous n'êtes pas surprise pendant le vrai négociation. Et finalement, c'est important d'éviter les mails, les textos et du WhatsApp pendant les négociations. Les textos et les WhatsApp, c'est vraiment facile avec les amis, mais c'est un peu trop facile avec les négociations. De dire quelque chose tout de suite, pas de réfléchir, d'avoir le mal écrit, les problèmes, les fautes orthographes, trop facile. Donc, pas de texto, pas de WhatsApp, seulement si c'est j'arrive dans 5 minutes, merci. Pour les mails, le meilleur pour les mails, c'est de l'utiliser comme réassurance après les négociations. Donc, bonjour Bob, merci pour votre temps ce matin. Voici mon sommaire, mon résumé de conversation. Si j'ai mal entendu, mal compris quelque chose, dites-moi. Fais un petit résumé. C'est bon, en anglais, c'est un paper trail, c'est la preuve des conversations. Et c'est aussi une opportunité juste pour dire, ah oui, on a tout dans la même page, on a des décisions, oui, là, ça marche pas, oui, mais c'est clair. Donc, c'est pas d'envoyer les mails tous les jours pour changer petit coq. Non, c'est pas téléphone, c'est pas Zoom, peut-être
en personne, en real life, c'est mieux. Donc, évitez les mails, texto et WhatsApp. Et persistez. Lorsque vous entendez non, réessayez, recommencez, demandez les questions. Pourquoi ça, mon proposition, pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous? Pourquoi? J'ai besoin d'un peu plus d'infos. Si vous êtes moi, qu'est-ce que vous faites? Les idées? Est-ce qu'on peut faire un brainstorming pour trouver une solution? Pas de promis, juste de brainstorming. L'idée, c'est après un an, d'avoir une conversation, de demander les questions pour trouver les nouveaux petits quelque chose pour jouer avec. De ne pas juste dire, ah oui, ok, non, merci, bye bye. Persister. 2, 3, 4, enfin, d'entendre non dans une négociation, c'est une bonne chose parce que si vous commencez trop bas, c'est un oui tout de suite. Ah oui, peut-être c'est possible d'avoir quelque chose un peu plus bon que ça. Non, ça veut dire, ah, je n'ai pas laissé l'argent sur la table. Peut-être c'est un anglicisme, mais j'essayais. Donc, maintenant, on recommence, on discute, on négocie. Ça, c'est la danse de négociation. Non, c'est une bonne chose. Et voilà, on continue. Voilà, map, translate, ask, la recherche, la traduction, de faire une petite stratégie et de demander, enfin, de demander, d'initier, d'exécuter, de persister avec les négociations. Donc, on a, ah oui, c'est pas mon timing, 10 minutes pour les questions. Si vous êtes intéressé à connecter avec moi sur LinkedIn, c'est là. J'ai une petite demande à tout le monde, un petit défi dans un bon sens, j'espère, que j'imagine que pendant cet webinaire, il y a quelque chose que vous avez besoin de négocier, une demande de faire. Le défi, c'est dans les 7 prochains jours, dans la semaine qui suivent, de faire cette demande, de faire la ask, oh mon Dieu, le bon franglais, make the ask, demander, et de m'envoyer une petite note dans LinkedIn pour dire oui, j'ai demandé, j'ai réussi le défi de Devin Smiley pour négocier cette semaine. Donc, ça, c'est ma petite demande de vous. C'est bon. Alors, les questions. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour le moment, mais n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. Ah, je ne sais pas si tu as vu, Devon, on a une question de Mathieu. Comment réagir à la culpabilité qui peut apparaître lors de la négociation? La culpabilité. Peut-être, Mathieu, tu peux prendre le micro et expliquer un peu ce que tu entends par culpabilité. Oui. Oui, tout à fait, merci. Merci pour cette présentation que je n'ai pu que suivre en partie, mais il se peut que lors d'une négociation, on risque de se sentir coupable de poser la question parce qu'on nous fait ressentir que notre demande n'est pas acceptable. Et comment est-ce que cette culpabilité que l'on ressent, que la personne qui négocie ressent, est-ce que cette culpabilité peut être est justifiée, ou est-ce qu'il faut essayer de la combattre, ou comment faire avec? Et c'est la culpabilité, la difficulté à demander des questions à les autres pendant les négociations, parce que Ouais. c'est... Oui, voilà, oui, c'est plus ça. Oui. Je pense que il y a les petits trucs avec les phrases. Quand on demandait quelque chose à quelqu'un d'autre,
il y a d'énergie plutôt que d'être un détective qui est plus fort. Et ça crée des conflits dans les négociations. C'est plutôt d'explorer les choses. Que s'il y a quelque chose pour l'autre, vous ne pas comprenez, de dire, ah, est-ce qu'on peut explorer le sujet un peu plus? Je ne suis pas complètement claire, donc c'est soft, c'est un peu de douceur avec ça. Puis aussi, si vous négociez avec quelqu'un d'un département comme de approvisionnement, ça c'est leur job de répondre à ces questions. Donc, pas de culpabilité pour presser un peu. Quand je travaille en approvisionnement, oui, mes fournisseurs me poussent chaque jour avec des questions. Surtout, c'est l'énergie, la personne d'être un peu chaleureux avec ça. Oui, ça rend plus facile que les gens être ouvertes. D'accord. Pas Oui, nécessaire d'être parfait. D'accord, oui, coupable. je comprends. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Super, merci Mathieu, pour ta question. Il y a Anaïs qui demandait: «Que faire si les personnes en face de nous sont très agressifs et voient la négociation comme un combat?» justement. Oui. Il y a encore des gens comme ça. J'ai les vice-présidents dans les grandes boîtes qui, c'est 3 heures du matin, oh mon Dieu, cauchemar. Si vous êtes en négociation avec quelqu'un comme ça, je pense que j'ai 2 trucs, 2 petits conseils, 3 peut-être. Le premier, c'est de rester calme. C'est difficile. Un truc qui marche pour moi, j'ai une amie qui travaille avec la presse dans les médias. Et elle m'a dit qu'un truc, quand on voit les gens en télévision, avec dans les panneaux et tout ça, de faire comme ça dans les mains avec les ongles. Juste piquer un peu. Parce que ça rend tout le focus à la main et pas d'être fâché. Donc, pour calmer, comme ça, et aussi pour pratiquer, comment dire, d'établir les boundaries. Donc, si quelqu'un avec moi hurlait tout ça, j'ai dit, pardon, votre ton, votre style de communication, ça ne marche pas. Maintenant, ça ne marche pas. Donc, on a besoin d'une petite pause, un bon 10-15 minutes. On peut prendre un café, réfléchir un peu et peut-être recommencer d'être un peu plus efficace dans cette conversation. C'est de trouver pour vous et toujours avec toutes les fleurs de français que je n'ai pas, mais de dire non, ça ne marche pas, c'est pas approprié. On a besoin d'une petite pause, mais on recommence. Donc, je reste toujours ouverte à négocier avec vous, mais il faut que ça change. Mais de pratiquer ça, parce que dans les moments avec beaucoup de stress, d'anxiété, c'est trop difficile. De pratiquer un peu, c'est d'avoir une petite phrase dans la poche, puis utiliser. À vrai dire, on a pas mal de questions. On a une question de Jean-Baptiste, des conseils pour négocier les tarifs d'un service qui dépend beaucoup du temps passé. Mhm. Oui. Ça, c'est comme prestataire ou parce que si je donne le mauvais côté de la négociation, Oui, si c'est c'est je oui, confirme. C'est en tant que prestataire. oui. Donc pour vous, pour un travail qui prend beaucoup de temps, pour n'être pas faire le travail pour 4 euros par jour, peut-être. Avec les tarifs, je pense que c'est vraiment important avec les négociations de négocier le scope de tout le projet,
c'est quoi inclus, c'est quoi exclu, et que ça va être vraiment clair, parce que ça, c'est votre contrôle pour pas travailler trop. Et aussi de négocier des petites choses dans le contrat pour si le travail change, on peut faire quoi? Est-ce qu'il y a les heures supplémentaires à 7 montants par heure? Est-ce qu'on peut renégocier si le projet est double? OK, renégocier. Et pour le temps, je préfère d'éviter de dire c'est quoi le tarif par heure, parce que c'est trop facile de dire ah, mais vous avez travaillé pendant 15 minutes, donc c'est seulement 15 minutes, je ne paye pas. Donc, pour vous, de connaître c'est quoi par heure, mais dans les propositions, dans les devis, pour faire tarif de projet, de masquer, de cacher un peu les détails pour ça, de faire un vrai projet, puis peut-être si le projet change, s'il y a des heures supplémentaires, c'est par journée. C'est pas juste 20 €, c'est non, c'est une journée pour ça. Et si les gens n'aiment pas ça, parce que ça arrive, d'être vraiment clair avec lui, c'est quoi la valeur ajoutée de travailler avec vous? Et ça veut dire, c'est pas juste que, oui, vous avez 5 semaines de mon temps, mais il n'y a pas de valeur, mais que je peux faire je cherchais le mot deliverables. Je peux faire ces choses exactes, ces valeurs exactes pour le projet. Normalement, c'est plus simple pour convaincre les choses avec ça. Merci. Merci pour ta question, Jean-Baptiste. Laure qui nous demande comment faire pour éviter lorsqu'un doute nous envahit pendant les négociations. Ah oui, parce que les choses changent tout le temps. Donc, on a toujours les petits rêves de 3 heures du matin. D'être honnête, que j'apprécie énormément qu'on négocie jusqu'à ce moment. Il y a quelque chose qui change pour moi. Et il ne faut pas dire c'est quoi exactement. Mais il y a quelque chose qui change pour moi. Il faut que je revisite avec une de mes conseillères, avec un investisseur, avec mon cofondateur, avec mon comptable. Pas dire avocat, parce que de parler avec un avocat, ça crée du stress. Mais de dire, oui, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je peux revisiter dans une semaine. Et quand vous recommencez la négociation, si vous êtes déjà agréé à quelque chose et maintenant il faut changer, c'est important pour la crédibilité. Et c'est plus simple de dire oui, merci pour votre collaboration, tout ça. Il faut que je change X, mais j'imagine qu'on peut faire cet autre change aussi, de faire une petite trade pour quelque chose. C'est d'avoir une raison pour laquelle le change est nécessaire et d'offrir quelque chose. Peut-être pas si grand pour vous, mais d'offrir quelque chose dans l'esprit de continuer de collaborer. Et ça rend, oui, plutôt crédible, même si que ça change quelque chose d'important. Alors, nous avons une question de Jeanne-Aurélie. Quand un grand groupe nous approche et a priori pas vraiment raccord avec nos valeurs, donc problème de cohérence, à quoi devons-nous faire attention, même si on a conscience de notre pouvoir de petit? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers? Je pense qu'avec les grandes boîtes, il y a beaucoup avec les mauvaises réputations qui cherchent de changer.
Et de ce parti, il y a des gens qui veulent changer vraiment et les autres qui font, c'est quoi, du greenwashing, juste pour dire, ah oui, 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 dans la presse, tout va bien, tout va bien. C'est nécessaire de trouver dans quelle catégorie la grande boîte. Je pense qu'avec les grandes boîtes qui cherchent vraiment de changer, que c'est possible d'être un partenaire de cette change. Que c'est pas juste faire un contrat, faire un deal transactionnel. C'est peut-être c'est partenaire avec P minuscule, pas majuscule, mais d'être partenaire, de collaborer, de trouver une façon de vous rassurer que oui, c'est vrai, c'est pas juste pour la presse, pour les pubs et tout ça, et que la grande boîte est ouverte à vous écouter, de travailler ensemble. Mais surtout, je pense, comme fondateur, fondatrice, il y a un feeling, quelque chose d'instinctuel, un gut feeling qui a dit, ah non, c'est pas bon. C'est comme quand on rencontre quelqu'un d'autre. Oui, je n'aime pas le monsieur. C'est le même sentiment. Donc, de ne pas ignorer, pas pousser ça à la côté. On a des bons instincts. Merci. Et peut-être la dernière question de Miali, à quel moment doit-on lâcher l'affaire? Excellente question aussi. Dans une négociation, ça c'est la raison pour laquelle c'est important d'établir le minimum en avant. Pendant les négociations, c'est quoi le renverse de grimper? Grimper, puis en descendre, peut-être, vers le minimum. Et une fois qu'on arrive dans le cas le plus pire, même si c'est un petit pas de l'autre côté, non, ne prends pas ce pas. Le minimum, c'est le minimum, c'est le minimum pour une raison. Ça, c'est le temps pour trouver autre chose. D'avoir les options, de parler avec un autre, d'avoir une bonne pipeline de prospection. Mais une fois que vous perdez ce minimum, c'est pas un deal qui aide la boîte à réussir avec les objectifs. Ça ne crée pas d'impact. Ça nuire l'impact. Donc, établir en avance le plus pire, et même si que c'est juste une petite entrée à l'autre côté, non, lâchez. Merci beaucoup, Devon. Je pense qu'on arrive à la fin de toutes les questions.